اللي انا اتحطت بوقعته لترشيح لعماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les perturbations pourraient s'intensifier en soirée sur le pays. De nombreuses régions sont recouvertes de blanc depuis ce week-end. Les garderies et les écoles étaient fermées aujourd'hui. Il devait avoir lieu donc ce lundi chez les pourparlers de Genève, finalement reporté au 29 janvier. Annonce de l'émissaire spécial de l'ONU, Stéphane de Mistura. Et l'Égypte fête le 5e anniversaire de sa révolution. Peu de manifestations dans le pays en ce jour de commémoration. Reportage à suivre dans ce journal. En prévision d'un durcissement des intempéries, les garderies et les écoles ont fermé leurs portes aujourd'hui. La neige est tombée sur plusieurs régions du Liban ce week-end. Le vent a parfois dépassé les 70 km/h. Tour d'horizon en images. Baalbek et ses temples romains, vieux de plus de 5000 ans, recouverts par la neige. La tempête Thalassa n'a pas épargné l'ancienne Héliopolis. Des routes et des champs de blanc vêtus, des températures négatives. Le Liban n'avait jamais autant grelotté en 23 ans. Dans certaines régions montagneuses du pays, le mercure a violemment dégringolé pour atteindre par endroits les moins 7 degrés. Des vents forts aussi ont soufflé avec des rafales dépassant les 70 km/h. Dans plusieurs villages reculés, il est tombé en quelques heures plus de 20 cm d'or blanc. Les rares conducteurs qui s'aventurent dehors s'arment de chaînes. J'ai un 4x4 et je n'ai aucun souci à circuler. Mais ceux qui n'ont pas de 4x4, eh bien qu'ils restent chez eux, à la maison, car si leur voiture tombe en panne, ils perturberont la circulation. Ma voiture patinait et n'avançait plus. Je l'ai garée et j'attends mon ami qui a un 4x4. Il vient me chercher. Peu de circulation aussi dans les hauteurs de Batroun, au nord de Beyrouth. Ici, toutes les routes n'ont pas encore été déneigées et en attendant qu'elles redeviennent praticables à la circulation, c'est à pied que ses habitants sont allés faire leurs courses. Les intempéries ont aussi frappé de plein fouet les réfugiés syriens, notamment ceux vivant au Akkar. La plupart sont installés dans des camps de fortune et leurs tentes sont bien trop fragiles pour les protéger. Regardez l'eau, nos enfants meurent de froid. On manque de tout. On manque de bois, de mazout. On ne reçoit rien, on a peur, on ne dort pas. L'eau menace nos tentes. Notre camp est inondé. Les enfants ne peuvent pas se déplacer. L'eau a envahi nos tentes. On n'en peut plus. On ne dort plus la nuit. Il fait froid. La situation est terrible. Les autorités n'ont toujours pas communiqué de bilan sur l'impact des intempéries. En prévision d'un durcissement de la tempête et d'une baisse de la température, les garderies et les écoles ont fermé leurs portes ce lundi. La politique de distanciation du Liban a été comprise. Déclaration de Gebran Bassil depuis Abu Dhabi. Le 10 janvier au Caire, le chef de la diplomatie libanaise avait pris ses distances à l'égard du communiqué de la Ligue arabe. Le texte exprimait en effet la solidarité totale des États membres avec l'Arabie saoudite face aux actes hostiles de l'Iran. Une position par la suite critiquée par plusieurs partis libanais, dont Courant du Futur. Les pourparlers de Genève reportés au 29 janvier. Les négociations syriennes vont durer 6 mois, annonce l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura. Ces discussions devaient au départ débuter aujourd'hui. Parallèlement, des représentants de l'opposition syrienne doivent se réunir demain à Riyad. Il s'agit notamment du Conseil national kurde au sein de la coalition nationale syrienne. Ils doivent statuer sur leur éventuelle participation aux pourparlers de paix. Et sur le terrain à Idlib, en Syrie, plutôt à présent, je m'excuse, sur le terrain en syrien, un missile balistique s'est abattu sur un bâtiment du front Al-Nosra à Salkin, dans la province d'Idlib, justement. 11 combattants et 5 civils ont été tués. Et des djihadistes et des membres du mouvement Ahrar el-Sham se trouvaient à l'intérieur pour sceller une réconciliation. 16 personnes, dont 11 combattants islamistes, ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, sans préciser qui des forces russes ou syriennes étaient à l'origine des tirs.
Et puis à Alep, un attentat suicide au camion-citerne a visé un barrage du groupe Ahrar al-Sham. Au moins 7 membres de cette organisation ont été tués. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, le président iranien est arrivé en Italie pour une tournée européenne. Retour sur le plateau de l'info, c'est aujourd'hui le 5e anniversaire de la révolution égyptienne, un soulèvement qui avait conduit en 18 jours à la chute d'Hosni Moubarak. Le pays est aujourd'hui gouverné d'une main de fer. À l'exception des frères musulmans, aucune autre force politique n'a annoncé de manifestation ce lundi. Reportage. La place Tahrir garde encore quelques traces des manifestations massives qui ont eu lieu il y a tout juste 5 ans, comme la marque de leur désillusion. Pour marquer l'anniversaire du début de la révolte qui a conduit à la destitution du président Hosni Moubarak, son successeur Sisi a rendu hommage à la révolution. L'Égypte d'aujourd'hui n'est plus l'Égypte d'hier. Nous construisons ensemble un État moderne, développé et civil, fondé sur les valeurs de la démocratie et de la liberté. À l'été 2013, lorsque le candidat islamiste des frères musulmans Mohamed Morsi devient le premier président élu, c'est lui qui place Abdel Fattah al-Sisi à la tête du renseignement militaire. Quelques mois après, Morsi est destitué par l'armée. En juin 2014, Sisi sera élu président après avoir éliminé toute opposition, islamiste d'abord, puis libérale et laïque ensuite. Au moment où il rend hommage à la révolution, il défend son action dans un climat sécuritaire devenu pourtant très tendu. L'expérience démocratique ne peut pas mûrir en un jour. Il s'agit d'un processus continu d'accumulation d'expériences quotidiennes. Depuis plusieurs semaines, les autorités ont multiplié les mesures répressives avec des arrestations et des démonstrations de force. Le régime échoue dans de nombreux domaines diplomatiques, politiques, économiques, et il a restreint les libertés, les droits de l'homme. Le constat des défenseurs des droits de l'homme est amer. 5 ans après le début de la révolte, l'Égypte se retrouve sous le coup d'un régime autoritaire qui a exclu toute opposition sur fond de menaces djihadistes et d'économie en berne. Plus de liberté, mais aussi de justice sociale et de pain. C'était, souvenez-vous, les slogans scandés par les manifestants place Tahrir. 5 ans plus tard, comment vit-on dans la campagne égyptienne? Reportage dans la province de Menfia, au nord du Caire. C'est un sujet signé Assia Chiab. Dans la région du Delta, la révolution de 2011 est un lointain souvenir et la politique n'est pas une priorité. L'agriculture emploie ici 30% de la population, mais les surfaces cultivées ne cessent de diminuer et les revenus des paysans également. Khaled, comme la plupart des agriculteurs, est obligé d'avoir un autre emploi. Il est dans les champs le matin et travaille comme employé l'après-midi. Nous, ce qu'on veut, c'est la stabilité et la sécurité. Bien sûr, maintenant, on a la sécurité. Au début, pendant la Révolution, il n'y en avait pas. Si on laissait nos animaux, ils pouvaient être volés. La sécurité, c'est la seule chose qui a changé. La sécurité est de retour, mais les conditions de vie n'ont pas changé. Tous les prix augmentent, les salaires ne suivent pas et l'exode rural se poursuit. Il n'y a rien ici, pas de travail. L'homme est interrompu. Les partisans du régime veillent à ce qu'on ne dresse pas un tableau sombre de l'Égypte de Sisi. Tais-toi. Je cherche des gens pour travailler pour moi et je n'en trouve pas. Ce sont les jeunes qui ne veulent pas travailler. Ils veulent juste être assis dans un bureau. Mais quand on s'adresse aux jeunes du village qui ont tous soutenu la révolution, le son de cloche est différent. Pour eux, il n'y a pas d'avenir ici. Les jeunes partent travailler à l'étranger, en Italie ou en France. Le gouvernement ne s'intéresse qu'aux gros investissements. Mais pour les paysans et les jeunes diplômés, il n'y a pas d'initiative, pas de crédit. Et quand on demande si des choses ont changé depuis 2011... Au niveau du gouvernement, c'est la même chose qu'avant la révolution. Mais pour nous, ça n'est pas la même chose. Parce que nous, on a changé. On a du courage maintenant. Dans le Delta, comme ailleurs en Égypte, la fracture générationnelle est grande et chez les plus jeunes, la conscience politique bien ancrée.
Je vous le disais en titre, Hassan Rouhani débute sa tournée européenne. Le président iranien a posé ce matin le pied en Italie. L'Italie, premier partenaire économique et commercial de l'Iran avant les sanctions. Une place que Rome entend bien retrouver durant ce séjour. Il s'agira donc essentiellement d'affaires. La politique, elle, devrait être abordée au Vatican où Hassan Rouhani doit rencontrer le pape François. Le souverain pontife entend convaincre son hôte de réduire les tensions avec Riyad d'une part, mais aussi de faire pression sur Damas pour faire avancer les négociations en Syrie. Et puis sachez que l'État islamique prépare des attaques d'ampleur en Europe et visant en priorité la société civile. L'avertissement lancé par le directeur d'Europol, Rob Wainwright, vient de présenter un rapport sur la menace terroriste. Il s'est exprimé lors du lancement officiel à Amsterdam d'un nouveau centre européen de contre-terrorisme. Le rapport signale par ailleurs un changement dans le mode opératoire de l'organisation terroriste implantée en Syrie et en Irak. En Asie du Sud-Est, les autorités mobilisées contre le groupe État islamique. L'organisation menace notamment la Malaisie dans une vidéo postée sur Internet. Quelques heures avant sa mise en ligne, la police annonce l'arrestation de 7 hommes soupçonnés de préparer des attaques dans le pays et se réclamant de l'État islamique. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre malaisien a déclaré prendre la menace très au sérieux. Et en Indonésie, des groupes extrémistes ont reçu des fonds de Syrie et d'Australie. C'est ce qu'ont découvert les autorités indonésiennes. Le pays est lui aussi en alerte maximale après les attentats de Jakarta qui ont fait 4 morts il y a 10 jours. François Hollande est en Inde. Une cinquantaine de chefs d'entreprise accompagnent le président français avec son programme Make in India. Le Premier ministre indien Narendra Modi prend beaucoup de mesures pour attirer les entreprises étrangères. L'investissement français en Inde est actuellement comparable à l'investissement français en Chine. La multiplication des accords commerciaux est la preuve d'une relation bilatérale de plus en plus étroite entre les deux pays. Un reportage de Constantin Simon et Manda Kinigalo. C'est l'un des projets de transport les plus ambitieux du pays, l'extension du métro de New Delhi. Un projet en partie confié à la multinationale française Alstom, en charge de la pose des rails et du système de signalisation. Alors, sur les 100 prochains mètres, la voie n'a que 2 boulons droits, c'est ça? L'année dernière, Alstom a signé pour 3,5 milliards d'euros de contrats en Inde. Quelle est l'importance de l'Inde dans la stratégie globale d'Alstom? Énorme. Notre plus grand centre mondial de signalisation se trouve à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Nous allons aussi créer ce qui pourrait devenir l'un des plus grands centres de propulsion. Alstom n'est pas un cas unique. Près de 1000 compagnies françaises ont investi en Inde plus de 20 milliards de dollars et emploient 300 000 Indiens. Mais le chemin vers l'Eldorado indien est pavé d'obstacles. De nombreuses entreprises, comme Carrefour, ont dû y renoncer. En cause, les politiques protectionnistes du pays. Conseiller, aider les entreprises françaises qui voudraient investir en Inde, c'est le travail de Nicolas Ribollet. Les clés de réussite sur ce marché, si Renault n'avait pas persévéré, ils ne seraient pas dans la position où ils sont aujourd'hui. Donc je dirais qu'il faut apprendre le marché indien, avoir une connaissance suffisante du fonctionnement de ce marché. Nouveau secteur dans lequel les Français voudraient briller en Inde, les énergies renouvelables. En novembre, l'Inde et la France ont lancé une alliance internationale pour mobiliser 1000 milliards de dollars d'investissement dans l'énergie solaire. Les entreprises françaises surveillent de près cette visite de François Hollande. Paris espère que les investissements français en Inde augmenteront de 10% en 2016. Allez, tout de suite, sont le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les perturbations pourraient s'intensifier en soirée sur le pays. De nombreuses régions sont recouvertes de blanc depuis ce week-end. Les garderies et les écoles ont fermé leurs portes aujourd'hui. Il devait avoir lieu aujourd'hui. Les pourparlers de Genève, finalement reportés au 29 janvier, annonce de l'émissaire spécial de l'ONU, Stéphane de Mistura. Et l'Égypte qui fête le 5e anniversaire de sa révolution. Peu de manifestations dans le pays en ce jour de commémoration. Merci de votre attention. L'info continue sur notre antenne. À demain. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.